à Manhattan, le 28 octobre 1949, vers 22h. Dans une loge de l'East Side, une femme se prépare à monter sur scène. Elle a 33 ans. Elle pèse moins de 40 kilos. Quelques heures plus tôt, on lui a appris que l'avion d'Air France qui devait amener à New York l'homme qu'elle aime s'est écrasé sur le pic de Vara, dans les Açores. Marcel Cerdan, champion du monde des poids moyens, devait quitter Casablanca pour la rejoindre. Il a pris ce vol parce qu'elle le lui a demandé. Elle le sait. Dans la loge, son médecin lui dit d'annuler. Le directeur du Versailles, Clifford Fisher, lui dit qu'il s'occupera du public. Sa secrétaire pleure. Elle ne pleure pas, on la maquille. On l'aide à passer la robe noire, celle qu'elle porte depuis l'après-guerre, devenue uniforme. À l'heure dite, elle marche jusqu'au rideau. Quand elle entre en scène, la salle ne sait rien. Elle s'avance, reste un instant immobile, puis annonce « Marcel Cerdan est mort ce matin. Ce tour de chant lui sera dédié. » Elle chante, y compris une chanson qu'elle a créée 6 semaines plus tôt sur cette même scène, dont les paroles, écrites avant la catastrophe, parlent désormais d'aller jusqu'au ciel, rejoindre celui qu'on aime, s'il vient à mourir. Hymne à l'amour. Ce soir-là, les paroles cessent d'être une métaphore. On dit qu'elles s'effondrent dans les coulisses à la fin du tour de chant. C'est probablement vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est revenue le lendemain et le surlendemain, tous les soirs jusqu'à la fin du contrat. Il y a quelque chose dans cette scène qui résiste. Une femme dont on aime à se représenter l'existence comme une lente démolition par les hommes, détruite par eux, brisée par le malheur, la môme tragique qui choisit, le jour où elle perd celui qu'elle a aimé, de monter sur scène et de chanter pour des inconnus, une chanson qui parle de lui. Cette femme-là, on croit la connaître. Mais la connaît-on vraiment ? Qui est vraiment Édith Piaf ? Bernay, le bordel et la sainte. Elle naît le 19 décembre 1915 à Paris. La légende voudra qu'elle soit née sur un trottoir du 20e arrondissement, sous un réverbère, accouchée par son père. Une plaque commémore l'événement au 72 rue de Belleville. Les registres d'état civil disent autre chose, un accouchement à l'hôpital Tenon. Piaf elle-même entretiendra le mythe, c'est déjà un signe qu'elle commence tôt à fabriquer son image. Sa mère, Annetta Maillard, est chanteuse de café-concert sous le nom de Lynn Marsa. Italienne par son père, kabyle par sa mère, elle chante de rue en rue et n'a aucune intention d'élever un enfant. Elle confie Édith à sa propre mère, qui la nourrit avec des biberons de vin rouge. Le père, Louis-Alphonse Gassion, contorsionniste de foire, revient de la guerre, trouve l'enfant à demi morte et la dépose chez sa propre mère à lui, à Bernay, en Normandie. Cette grand-mère paternelle tient une maison close. Édith Gassion grandit donc entre 1918 et 1922 dans un bordel de province, élevée par les pensionnaires. Elle parlera plus tard de cette enfance-là, sans gêne. Pour elle, ces femmes ne sont pas un sujet honteux. Ce sont les premières à l'avoir tenue dans leurs bras, à l'avoir lavée, nourrie, embrassée. Vers 4 ou 5 ans, elle perd la vue à cause d'une kératite, une inflammation de la partie transparente à l'avant de l'œil qui altère la vision. Et elle reste plusieurs années à demi aveugle. La famille de Bernay emmène Édith en pèlerinage à Lisieux, sur la tombe de Thérèse de Lisieux, qui est alors en train d'être reconnue comme sainte. Peu de temps après, Édith retrouve la vue et restera toute sa vie très attachée à cette petite sainte. Elle priera Thérèse avant chaque entrée en scène. Cela passera plus tard pour de la superstition. À 7 ans, son père la reprend. Il chante avec elle dans les rues, dans les cafés, dans les casernes. Elle accompagne le numéro de contorsion en passant le chapeau, puis se met à chanter elle-même. À 14 ans, elle vit seule. À 15 ans, elle se lie d'amitié avec Simone Berthaud, qu'elle surnomme Momone. Elles vivent ensemble dans des hôtels modestes et chantent dans la rue, notamment à Pigalle et à Belleville.
À 17 ans, elle tombe amoureuse d'un livreur, Louis Dupont, un jeune homme simple et discret, avec qui elle partage une vie précaire mais intense, et avec qui elle a une fille, Marcelle, née en février 1933. L'enfant mourra 2 ans plus tard d'une méningite. Édith Gassion a 20 ans. Elle n'est encore personne et elle vient de perdre son enfant. Édith s'essaye à cette époque à des emplois normaux, comme bonne à tout faire, apprentie crémière, mais reprend vite la chanson avec Momone, aussi bien dans la rue que dans les casernes et les bars à prostituées. Pour obtenir plus d'argent, elle guide Momone pour qu'elle accentue son attitude pitoyable, dos voûté, tête inclinée, air triste, qui émeut le passant pendant qu'elle chante les mains dans le dos. Édith a vécu une enfance compliquée dont on a peu d'informations. On sait peu de choses sur cette période, mais on sait qu'elle chante, surtout dans la rue, parce que c'est la seule chose qu'elle sait vraiment faire. La môme Piaf. Octobre 1935. Elle chante sur un trottoir près de la place Pigalle. Un homme l'entend, s'arrête, écoute jusqu'au bout. Il s'appelle Louis Leplay et tient un cabaret rue Pierre Charon, près des Champs-Élysées, le Gernisse. Il a entendu le chant magnifique de cette adolescente minuscule et lui propose donc une audition pour le soir même. Louis lui demande son nom. Elle répond Édith Gassion. Il dit que ce nom ne marchera jamais et l'appellera la môme Piaf. Môme pour la gamine et Piaf en argot parisien pour le moineau. Un petit oiseau des rues, discret mais impossible à ignorer quand il chante. Une image qui deviendra indissociable d'Édith Piaf. Le premier soir, elle est tellement nerveuse qu'elle vomit dans les coulisses. Elle entre en scène en robe noire, manche à demi cousue. Dans la salle, le public n'est pas n'importe lequel. Il y a Maurice Chevalier, immense vedette du music hall, et Mistinguett, icône incontestée de la scène parisienne. Elle chante 4 titres. Chevalier dit à Leplay, à la sortie, elle a quelque chose dans le ventre, cette môme. 6 mois plus tard, le 6 avril 1936, Louis Leplay est assassiné chez lui d'une balle dans la nuque. Édith était passée le voir dans la nuit qui précède. La police l'interroge longuement. Les journaux la nomment, l'exhibent, l'insinuent. Pour le grand public, elle devient la môme Piaf soupçonnée. Le crime sera élucidé plus tard, un règlement de compte du milieu. Mais elle est sortie de cette affaire abîmée. À 20 ans, elle a été acclamée, soupçonnée, salie en 6 mois. Elle aurait pu disparaître. C'est ici qu'apparaît Raymond Assau, ancien légionnaire, parolier. Il a 15 ans de plus qu'elle. Il devient son amant, mais surtout son metteur en forme. Il lui interdit de chanter dans la rue. Il l'oblige à lire. Il lui met dans les mains Verlaine, dont elle ne comprend pas grand-chose au début. Il lui enseigne à parler autrement. Il abandonne le surnom. Elle ne sera plus la môme. Elle sera Édith Piaf. Il la confie à Marguerite Monod, jeune compositrice de formation classique, qui va écrire pour elle pendant 25 ans certaines des plus belles mélodies de la chanson française. En mars 1937, Assau lui obtient l'affiche de l'ABC, le plus grand music hall parisien. Pour quelqu'un qui vient de la rue, c'est l'équivalent d'un sacre. Elle triomphe. À la sortie, dans la presse, on l'appelle pour la première fois la Grande Piaf. À la fin des années 1930, elle s'impose comme une figure majeure du music hall parisien, triomphant dans plusieurs grandes salles, dont Bobino. Voilà ce qu'on retient rarement quand on parle d'elle, le travail. La métamorphose ne s'est pas faite par grâce. Elle a appris à parler français, à se tenir, à respirer, à diriger une salle. Elle a passé des années à effacer le bordel, le trottoir, le surnom. Plus tard, on dira qu'elle incarnait la rue. C'est un raccourci confortable. Elle a passé sa vie à s'en arracher. L'occupation est ce qu'on a oublié. En 1940, juste avant la défaite de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Cocteau écrit pour Édith Piaf une pièce intitulée « Le bel indifférent ». Sur scène, Piaf est seule. Elle parle à un homme qui, lui, ne répond jamais. Elle joue cette pièce au théâtre des Bouffes parisiens. Le défi est de taille. À l'époque, elle est connue comme chanteuse, pas comme actrice. Et pourtant, elle convainc. Le succès est au rendez-vous. Et cette expérience marque le début d'une relation forte et durable entre Piaf et Cocteau. Puis vient juin 1940
Paris occupé. Beaucoup d'artistes partent, beaucoup restent. Piaf reste. Elle continue à chanter à l'ABC, à Bobino, dans les cabarets. Son public désormais comprend des officiers allemands, comme Maurice Chevalier, comme Sacha Guitry, comme la plupart des grandes voix du music hall. Elle ne refuse pas la scène. C'est un fait. Il faut le dire, mais il faut aussi dire le reste. Dans son appartement de la rue Anatole de la Forge, près de l'Étoile, vit pendant des mois un compositeur juif allemand, Norbert Glansberg. Elle l'a recueilli, elle paie son loyer, sa nourriture, elle le cache lors des descentes. Elle aide aussi, à divers titres, le compositeur Michel Emer, juif également, et plusieurs musiciens menacés. Sa secrétaire, André Bigard, est dans la résistance. Et Piaf, qui ne s'engage publiquement en rien, lui laisse faire ce qu'elle a à faire chez elle. En 1943, la propagande allemande organise des tournées de chanteurs français dans les stalags, ces camps où sont détenus environ 1,5 million de prisonniers de guerre français depuis 1940. Le but est clair, montrer aux prisonniers qu'on s'occupe d'eux, montrer aux Français restés au pays que leurs hommes vont bien. Piaf accepte, et c'est dans les coulisses de cette acceptation qu'il faut regarder. Elle se rend donc en Allemagne pour chanter devant des prisonniers français. Avec André Bigard, sa proche collaboratrice, elle met en place un plan discret. Lors de cette tournée, elle accepte d'être photographiée avec les prisonniers en petits groupes. Sur ces photos, les visages sont bien visibles. De retour à Paris, les photos sont agrandies. Bigard, avec des camarades de la Résistance, en extrait les visages, fabrique de faux papiers d'identité française en utilisant les noms et les états civils que les prisonniers prévenus ont fournis. Lors de la seconde tournée, en 1944, Piaf rapporte les papiers, cachés où les sources divergent. Certains témoignages parlent de doublures de manteaux, d'autres d'instruments de musique. Elle les distribue aux intéressés. Plusieurs prisonniers s'évadent. Le chiffre exact est discuté. Bigard parlera plus tard d'une centaine. D'autres sources sont plus prudentes, mais des évasions ont eu lieu, attestées par des survivants. À la Libération, en 1944, le comité d'épuration la convoque. Elle a chanté pour les Allemands. Le dossier est sérieux. Bigard témoigne. D'anciens prisonniers témoignent. Elle est blanchie. Voilà ce qu'on a, en grande partie, oublié. Quand on parle de Piaf et de la guerre, on dit qu'elle a continué à chanter. Et c'est vrai, on dit moins qu'elle a, en parallèle, organisé un trafic de papier entre la France et l'Allemagne nazie, à un moment où être prise signifiait la déportation immédiate. À ce moment-là, elle a 28 ans. Il y a chez elle une intelligence stratégique, un sang-froid, une capacité à utiliser l'image qu'elle donne pour faire passer ce qu'elle a à faire passer, qui ne ressemble pas du tout à la môme abîmée des biographies populaires. Cette opération est, à mes yeux, l'un des moments les plus intéressants de toute sa vie. Pas parce qu'elle ferait d'elle une héroïne, elle n'en a jamais réclamé le titre, mais parce qu'elle dit quelque chose de la femme qu'elle était sous la voix. Précise, méthodique, capable d'utiliser sa fragilité comme couverture. L'atelier Piaf. À la sortie de la guerre, elle est, à 30 ans, la plus grande chanteuse française vivante, mais ce qui se passe alors n'est pas seulement une carrière, c'est une fabrique. Piaf découvre, choisit, façonne. Elle est, sans qu'on lui en accorde jamais le titre, une productrice. En 1944, dans le music hall parisien du Moulin Rouge, elle voit chanter en première partie de son propre récital un jeune Italien de 23 ans, fils de docker, qui s'appelle Ivo Livi. Elle décide aussitôt qu'il a une voix. Elle exige qu'il change de nom. Il sera Yves Montand, lui choisit un répertoire, lui apprend le métier, lui donne des chansons. Ils deviennent amants. Au bout de 2 ans, elle l'envoie marcher seul. À l'arrivée, il est l'un des plus grands chanteurs et acteurs français du siècle. Elle ne lui demandera rien. En 1946, elle voit, dans un club, un jeune homme petit, fils d'immigrés arméniens, qui chante mal et compose pour elle. Il s'appelle Charles Aznavour. Elle le prend comme secrétaire, factotum, première partie. Elle l'humilie parfois. Elle le protège. Elle lui fait écrire des chansons pour d'autres, avant qu'il les écrive pour lui-même. Il restera 8 ans dans son ombre. Il dira plus tard, dans plusieurs entretiens, qu'elle lui a tout appris, la scène, le métier,
l'exigence, le rythme du travail. Il dira aussi qu'il a souffert. Il faut le dire, Piaf est un atelier. Elle fonctionne par cycle. Elle voit quelqu'un. Elle décide qu'il a quelque chose. Elle l'absorbe. Elle le forme. Elle le pousse. Quand le travail est fait, elle le laisse partir ou bien il part, ce qui revient parfois au même. La cruauté de cette mécanique sera commentée plus tard. On lui reprochera cette dureté. On parlera de ses excès, de ses exigences. Mais on oublie souvent l'essentiel. Sans elle, plusieurs grandes voix du music hall français n'auraient peut-être jamais existé. Non, arrêtez le massacre. Oh non, je vous assure que cette chanson est très belle. C'est une chanson dramatique et ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent de faire. Cerdan, et ce qui ne se referme pas. En septembre 1946, à Paris, Édith Piaf rencontre Marcel Cerdan. Lui est déjà une légende de la boxe, marié, père de 3 enfants, avec une vie bien en place. Leur histoire ne commence vraiment qu'en 1948, après son titre mondial à Jersey City. Très vite, leur relation devient évidente. Ils s'aiment profondément, sans chercher à se cacher. Lui ne quittera jamais sa femme. Ce sera leur accord tacite, à tous les deux. En octobre 1949, Piaf est à New York, engagée pour une série de concerts au Versailles. La distance devient insupportable. Elle l'appelle, insiste pour qu'il la rejoigne au plus vite. Cerdan avait prévu de traverser l'Atlantique en bateau. Mais pour gagner du temps, il prend finalement l'avion. Le 28 octobre au matin, le Lockheed Constellation d'Air France s'écrase sur le pic de Vara, dans les Açores. Il n'y a aucun survivant. Marcel Cerdan fait partie des 48 victimes. Pendant 3 ans, elle écrira presque chaque soir à un mort. Ses lettres, retrouvées et publiées beaucoup plus tard, sont une chose étrange. Un journal d'amour qui ne demande aucune réponse et auquel pourtant on répond, à chaque page, par le seul fait de l'écrire encore. Le 7 février 1951, sur la route entre Tarbes et Limoges, la voiture conduite par Charles Aznavour, Piaf est à côté de lui, entre en collision avec un poids lourd. Elle est gravement blessée. 6 mois plus tard, en août, 2e accident, plus violent encore. Côte cassée, fracture du bras, contusions multiples. Les médecins lui prescrivent de la morphine. Voilà comment commence la chose dont elle ne sortira plus tout à fait. Elle a 35 ans. Elle est à ce moment la plus grande chanteuse francophone vivante. Elle est aussi désormais dépendante. Les années 50 seront pour elle une succession de cures, de rechutes, de remontées. Elle suivra plusieurs désintoxications, en France, en Suisse. Chaque fois, elle reprend la scène. Chaque fois, elle replonge. Alcool, morphine et plus tard des combinaisons d'antidouleurs prescrites par des médecins de tournée qui n'ont plus le courage de lui dire non. Son corps, qu'elle n'a jamais ménagé, lâche par étapes. En 1959, à New York, elle s'effondre sur scène pendant un récital au Waldorf. Hémorragie de l'estomac, coma, plusieurs opérations en quelques mois. À ce stade, beaucoup pensent qu'elle est finie. Elle aussi, peut-être. Elle n'a plus de voix le matin, plus d'argent. Elle l'a tout dépensé, tout donné, tout perdu. Plus de manager qui croit en elle. Elle vit dans son appartement du boulevard Lannes, soignée par une infirmière, par Théo Sarapo, qui n'est pas encore son mari, par les gens qui restent. La chanson qui la sauve. Et c'est là qu'arrive Charles Dumont. C'est un compositeur de 30 ans. Il a déjà essayé plusieurs fois de lui faire entendre ses chansons. Elle l'a chassé à chaque fois. Dumont, ses chansons sont mauvaises. Mais le parolier Michel Vauquer insiste. Ils viennent ensemble, un après-midi de l'automne 1960. Elle les fait attendre des heures. Elle finit par les recevoir en peignoir dans le salon. Dumont se met au piano. Vauquer chante une chanson qu'ils ont apportée. Elle s'appelle « Non, je ne regrette rien ». Elle écoute, elle demande qu'on rejoue. Elle l'a fait jouer plusieurs fois. Puis elle décroche le téléphone, appelle Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, qui est au bord de la faillite, et lui dit de réserver les dates. Elle a sa rentrée. Le 29 décembre 1960, elle remonte sur la scène de l'Olympia. Elle pèse 36 kilos. Elle peut à peine tenir debout. Elle chante « Non, je ne regrette rien ». Ni le bien qu'on m'a
fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. La salle se lève. La chanson sort en disque, vend des centaines de milliers d'exemplaires en quelques semaines, sauve l'Olympia et devient ce qu'elle est aujourd'hui. Un objet collectif, l'une des chansons françaises les plus diffusées au monde. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette chanson n'a pas été écrite pour elle et qu'elle aurait pu ne jamais la chanter. C'est elle qui, dans une pièce du boulevard Lannes, malade, dépendante, ruinée, a eu l'oreille pour la reconnaître. Cette oreille-là, pour le bon couplet, le bon arrangement, le bon partenaire, ne l'a quittée à aucun moment. Ce qu'elle laisse. Que reste-t-il d'elle? On pense d'abord aux chansons, la vie en rose. Dont elle écrit les paroles en 1945 et qu'elle dépose à la SACEM en faisant mettre la musique au nom de son ami Louis Guy, parce qu'à l'époque, à Paris, les femmes ne pouvaient pas être inscrites comme compositrices à la SACEM. C'est l'une des chansons les plus reprises au monde. Louis Armstrong, Bing Crosby, des centaines de versions, dans des dizaines de langues. L'hymne à l'amour. Mon Dieu, Milord, écrite par Georges Moustaki. La foule, ramenée d'un voyage à Buenos Aires sur un air populaire péruvien. Autant d'objets qui ont quitté leur autrice pour entrer dans le bien commun. Mais ce serait trop court. Il faut ajouter les voix. Sans Piaf, Yves Montand reste un docker marseillais qui chante dans les caves. Sans Piaf, Aznavour reste un fils d'immigrés que les maisons de disques refusent. Tous ceux qu'elle a formés portent quelque part dans leur métier l'empreinte de cette femme qui les a écoutés, choisis, harcelés, instruits. Aznavour dira, longtemps après sa mort, « Elle ne nous a pas seulement appris à chanter, elle nous a appris à travailler. » Il faut ajouter aussi la manière. Avant elle, la chanson française était structurée par le music hall, le tour de chant à numéros, le costume, le décor. Elle a imposé autre chose, une voix nue, une robe noire, la lumière sur le visage, la scène vide et la concentration. Elle a fait du dépouillement un genre. Tous ceux qui chanteront en France après elle, à l'exception des chanteurs de variété au sens strict, hériteront de ce dépouillement-là. Brel, Ferré, plus tard Barbara, plus tard Bachung. Ce n'est pas une école au sens académique, c'est une grammaire. Cocteau, qui meurt le 11 octobre 1963, quelques heures après avoir appris la mort de Piaf, l'avait définie en une formule qu'elle avait, à elle seule, l'âme de Paris. C'était une formule de poète. Il y avait une vérité dedans et un piège. La vérité, elle représentait pour des dizaines de millions de gens dans le monde un certain visage de la France, populaire, blessé, debout. Le piège, qu'on confonde sa grandeur avec ce qu'elle aurait représenté et qu'on finisse par oublier la femme. Les ombres. Toute vie a ses zones difficiles et celle d'Édith Piaf a les siennes. 1. Le corps qui lâche. Il y a les substances, la morphine, l'alcool, plus tard des cocktails de calmants et d'antidouleurs. Elle s'est elle-même infligé une dégradation que la médecine, pendant quelques années, lui a fournie sur ordonnance, mais qu'elle a continué de demander quand on a essayé de l'arrêter. Sa dépendance a tué son corps. À la fin, elle ne marchait plus seule. Elle ne savait plus, certains soirs, où elle était. Elle est morte à 47 ans, en paraissant en avoir plus de 70. 2. L'exigence qui blesse. Il y a la dureté avec ses proches. Charles Aznavour, dans plusieurs entretiens donnés vers la fin de sa vie, a parlé des humiliations subies pendant les années où il était son secrétaire, moquerie publique sur son physique, exigence sans limite, jalousie. Il a aussi dit qu'il lui avait tout pardonné parce qu'elle lui avait tout donné. Cela ne change rien à la chose elle-même. Elle pouvait être extrêmement cruelle avec ceux qu'elle formait. Sa sœur d'adoption, Momone, en tirera une rancune qui produira, après sa mort, un livre acide, en partie une vengeance, en partie vrai.
3. L'argent qui file. Il y a la question de l'argent. Elle a gagné des sommes considérables et n'en a presque rien gardé. Elle donnait, prêtait, perdait, payait pour les autres. Elle est morte avec d'importantes dettes. Théo Sarapo, qu'elle a épousé en octobre 1962, lui ayant alors 26 ans, elle 46, passera le restant de sa vie à les rembourser, par fidélité. On peut admirer cette générosité-là. On peut aussi dire qu'elle a été en partie une fuite. Ne rien posséder, c'est aussi ne pas avoir à se demander ce qu'on a fait de soi. 4. Le silence sur l'enfant. Il y a enfin le silence sur Marcel, sa fille morte en 1935. Elle en parle peu. Elle n'a pas, semble-t-il, fait dans ces dernières années le lien qu'on aurait pu attendre entre cet enfant perdu à 2 ans et la femme sans enfant qu'elle est devenue. Il y a là quelque chose qu'elle n'a pas voulu ou pas pu regarder. Cela aussi fait partie d'elle. J'aurais aimé que ce passage soit plus court, mais une vie sans défaut est une vie qu'on a embellie. Et admirer quelqu'un, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Ce qu'elle n'a pas accepté. Vous repensez peut-être à la scène par laquelle nous avons commencé, la femme en robe noire, au Versailles de Manhattan, qui apprend la mort de l'homme qu'elle aime et qui choisit de monter sur scène. Pendant longtemps, on a raconté cette scène d'une certaine façon. On y voyait la môme tragique, l'amante détruite, la voix qui souffre, on la pleurait. C'était déjà une manière de la réduire. Il y a une autre lecture possible, celle d'une femme qui ce soir-là prend une décision. Elle ne va pas laisser un événement la défaire. Elle ne va pas laisser cette mort être ce qu'on retiendra d'elle. Elle va monter sur scène et chanter. Elle va prendre sa douleur et la transformer en direct devant 200 personnes qui ont payé un billet, en quelque chose qui n'est plus seulement à elle. Cela porte un nom. Cela s'appelle un acte d'artiste. Quand on regarde sa vie en se débarrassant de la légende, la voix triste, l'enfance pauvre, les hommes destructeurs, les drogues, il reste quelqu'un que les biographies populaires manquent presque toujours. Une femme qui a appris à parler français à 18 ans, qui a lu Verlaine pour ne plus parler comme on parle dans les bordels de Bernay, qui a, sous l'occupation, organisé un trafic de papier sous couvert de récital de Stalag, qui a, à elle seule, formé 5 des plus grandes voix françaises du XXe siècle, qui a su, à 45 ans, ruinée, malade, méprisée par ceux qui pensaient avoir vu sa fin, reconnaître à la première écoute la chanson qui la sauverait, qui a refusé jusqu'au bout l'image de la victime qu'on lui tendait. C'est sans doute au fond ce qu'on a essayé de lui faire et qu'elle n'a pas accepté, la réduire à ce qui, en elle, faisait pleurer. Le 14 octobre 1963. Ce matin-là, Paris s'arrête. Les rues entre le boulevard Lannes et le cimetière du Père-Lachaise sont noires de monde. L'Église catholique a refusé la messe à l'église. Le sacrement n'était pas dû à une femme dont la vie n'avait pas été conforme. Un prêtre, à titre privé, bénira la tombe. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont déplacées. Beaucoup sont des inconnus. Ils ne pleurent pas une étoile. Ils enternent quelque chose d'eux-mêmes. Cette femme avait 47 ans. Elle laissait derrière elle 25 années de scène, des dettes, une discographie, 5 voix qu'elle avait formées, et la mémoire d'une chanson qu'elle a chantée pour la première fois sur scène 6 semaines avant la mort de Marcel Cerdan. Cette chanson était devenue, sans qu'elle l'ait écrite ainsi, une promesse tenue. Le rideau noir, la salle silencieuse, elle, debout, elle chante, elle ne demande pas qu'on la plaigne. Si un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe, si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner. Ici, je raconte l'histoire des femmes qui ont marqué l'histoire et qui méritent d'être mises à l'honneur. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je mette en lumière une femme en particulier qui pourrait nous inspirer. Bisous!